So our viewers on Facebook and those of you who are joining us on Zoom, you're very welcome to yet another edition of Facebook Live. And today our session is going to be in French. Ilian Bayala is going to moderate the session, and she will tell us, we are going to be discussing the BT situation in Burkina Faso for coming now to 5 years since it was banned. But we want to hear more of the story of the farmers. How are they coping? And what plans does the country have for the future of cotton farming? So over to you, Ilian. Please unmute yourself. And Edgar, everyone, please unmute yourselves and put on your videos. Thank you. Can I go? Yes, Ilian, please. In French, feel free. Okay. Bonjour à tous les Facebookers qui nous suivent. Aujourd'hui, le débat se déporte en Afrique de l'Ouest et plus précisément au Burkina Faso, où nous allons parler du coton génétiquement modifié, le coton transgénique, le coton OGM tout court. Voilà. Et sur ce plateau, nous aurons 3 invités. Moi-même, Eliane Bayala, je suis la modératrice. Je vais essayer de modérer l'activité. Et nous aurons des voix beaucoup plus autorisées que nous pour parler en fait de l'historique du coton et de l'actualité. Parce que le coton, il a été introduit au Burkina Faso depuis 2008. Les cotonculteurs l'ont cultivé et à un certain moment, le coton leur a été retiré. Et en ce moment, il y avait des personnes quand même reçues, dont le professeur Chantal Zungrana, qui d'un moment à l'autre pourra nous rejoindre sur ce plateau. Nous avons le docteur Valentin Edgar Traoré, qui également a beaucoup suivi l'évolution du coton bété au Burkina Faso. Et nous avons avec nous Wiledio Naboho, qui est un producteur de coton. Il a expérimenté ce coton durant les 8 années de culture. Et aujourd'hui, je suis sûre que Wiledio Naboho a également beaucoup de choses à dire par rapport à l'abandon de ce coton-là. En tout cas, nous vous remercions d'être connectés et de nous suivre. N'hésitez pas à poser les questions. Nous sommes là pour ça. C'est une première opportunité qui nous est offerte. Donc, nous allons travailler à profiter de ça au maximum. Voilà, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Et pour commencer, je vais peut-être passer la parole à Dr Valentin Edgar Traoré pour avoir un aperçu de l'historique du coton bété au Burkina Faso. Docteur Traoré? Docteur Traoré? Merci bien. Oui, je vous remercie pour l'invitation et pour l'opportunité que vous nous offrez de communiquer en direct avec tous ceux qui peuvent s'intéresser justement au domaine des biotechnologies modernes et surtout à leur application dans des pays en développement comme le Burkina Faso. Et il faut rappeler que le coton est une culture de grande importance au Burkina et qui est cultivée depuis 1923 et dont la culture a pris de l'ampleur avec la colonisation jusqu'à nos indépendances. Mais il se trouve que cette culture est très demandeuse d'insecticides parce que vous voyez, le coton a des fruits, il s'agit de graines. Et les graines sont riches en protéines. Et lorsque vous avez des plantes de ce type, autant nous sommes à la recherche de protéines, les insectes aussi se nourrissent de ces genres de plantes-là. C'est pour ça que le coton a beaucoup d'ennemis. Et donc, sa culture nécessite beaucoup de traitements insecticides. Donc, pendant 50 ans et plus, au Burkina, nous avons cultivé le coton. Nous avons utilisé des insecticides
deux grandes marques d'insecticides ont été surtout utilisées, c'est les l'endosulfane et puis les organophosphates, qui, au fil du temps, a créé une espèce de résistance au niveau du ravageur. En termes simples, c'est-à-dire le poison qu'on utilisait pour tuer les ennemis du cotonnier, au fil du temps, il y a des insectes qui se sont habitués à ces poisons et qui ne meurent plus. De sorte que dans les années 2000, les producteurs qui devaient faire un traitement à raison de 6 litres d'insecticides à l'hectare se sont retrouvés à utiliser quelquefois 15 à 20 litres d'insecticides. Et donc, les traitements qui étaient recommandés à raison de 6 traitements pour la vie du cotonnier, il y en a qui sont allés jusqu'à 8 traitements et quelquefois 12 traitements. Vous voyez, ça veut dire que trop d'insecticides, trop de contact avec les pesticides, et malgré tout, il n'y avait pas de bons résultats. C'est ainsi que dans les années 2003, le Burkina a décidé de s'investir dans les biotechnologies modernes avec l'introduction du coton génétiquement modifié. Mais ce coton génétiquement modifié burkinabé a une particularité. Il s'agit d'un coton qui n'a pas été réellement importé. Ce coton, sa spécificité est que le coton américain, qui était génétiquement modifié, a été croisé avec le coton traditionnel du Burkina, qui est une variété propre à la recherche nationale burkinabé. Et donc, on a introduit les gènes à travers une technique conventionnelle qu'on appelle les backcross, c'est-à-dire le rétrocroisement, qui fait que lorsqu'on introduit les gènes d'intérêt, on fait des rétrocroisements pour effacer le background génétique du donneur des gènes. Malheureusement, le produit n'était pas bien fixé lorsque les producteurs réclamaient déjà ce produit au champ. Et donc, il est rentré au champ dans les environs de 2008-2009 et au bonheur de tous les producteurs. Du coup, le Burkina s'est retrouvé avec moins de labeur pour cultiver du coton et plus de rendement et plus de production. Et ça nous a maintenus au premier rang de producteurs jusqu'en 2015. Ce n'est qu'à partir de 2015 que des reproches ont été faits à l'endroit du coton génétiquement modifié. Ces reproches n'ont rien à voir avec la raison pour laquelle ce coton a été introduit. Ce coton a été introduit pour gérer le pathogène et le ravageur. Malheureusement, la gestion même de cette technologie pour atteindre nos objectifs peut-être a souffert peut-être de quelques problèmes. Et donc, il se trouve qu'il a été accusé de fibres de plus en plus courtes et qui ne répondaient plus à la demande du marché international. Il y avait une question de label de coton burkinabé. Bien que les fibres qu'on avait étaient plus longues même que les fibres de certaines variétés produites par nos voisins au Togo ou par d'autres producteurs comme les Tchadiens, les différences étaient nettes. C'est-à-dire, bien que c'était meilleur, ça ne répondait pas au label du Burkina. Donc, du coup, les entreprises de coton ont demandé à ce que le partenaire Monsanto retire ce produit et aille travailler à ce que la fibre redevienne longue comme la fibre d'antan. Et donc, le Burkina est reparti donc à la culture du coton conventionnel depuis ce jour. Et malheureusement, ce retour, comme vous le savez bien, a ramené le Burkina au 4e rang mondial, au 4e rang africain de producteurs de coton. Voilà un peu l'historique. Donc, aujourd'hui, nous avons des producteurs qui réclament ce joyau qui est perdu depuis 2015, parce que la suspension, c'était depuis 2015. Et donc, nous sommes tous spectateurs et quelquefois acteurs pour aider les producteurs à retrouver la technologie. Voilà ce que je peux dire un peu en résumé de l'historique du coton depuis 2023 jusqu'à nos jours 2020. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Traoré, pour vos précisions. Je pense que tout ça va beaucoup éclairer ceux qui nous suivent. Parce que le débat sur le coton est mené au Burkina Faso, pas que par les producteurs. Il y a énormément de personnes qui ne produisent pas de coton, qui ne sont jamais allées dans un champ de coton, mais aujourd'hui qui se sont érigés en combattants de technologie.
Et je pense que ces précisions-là, ça devrait contribuer à éclairer un peu les gens. Le coton, il est cultivé au Burkina depuis 1923. Et depuis fort longtemps, ce sont d'énormes quantités de pesticides qui sont déversés sur le sol burkinabé. Cela est vraiment regrettable pour nous quand on sait que les pesticides ont énormément de conséquences sur la santé même des producteurs, sur la santé de la biodiversité et plein d'autres choses. Donc, je pense que recourir à ce coton transgénique était une belle opportunité pour le Burkina Faso. Et même si en 2016, les sociétés cotonnières ont décidé de se retirer momentanément de la culture de ce coton, elles ont tenu à préciser que c'était un repli momentané, mais qu'elles allaient revenir à la technologie une fois que le problème évoqué allait être résolu. J'aurais souhaité que le professeur soit là pour lui poser la question, mais bon, comme elle n'est pas encore là, je reviens à vous, docteur Traoré, pour voir quelle est la raison même qui a motivé ces sociétés-là à abandonner ce coton que nos producteurs semblent vouloir encore et encore dans leurs champs. Bon, c'est comme je l'ai dit, vous savez, le producteur, généralement, il a aussi son expérience de production. Et le coton n'est pas nouveau en matière de spéculation cultivée au Burkina. J'allais dire, c'est la première culture de rente au Burkina. C'est cette culture qui vraiment permet au Burkina d'engager des devises. Quand les producteurs ont découvert le coton génétiquement modifié, ils se sont rendus compte que la production de coton qui était vraiment un poids pour la période agricole, parce que ça demandait des traitements insecticides depuis le semis jusqu'à quelques jours avant la récolte. Ce qui veut dire que c'est des tonnages de pesticides. J'ai calculé au moment de l'abandon, on était à environ 3 millions de litres de pesticides déversés pour le seul coton. Un peu plus de 3 millions de litres. Et un producteur qui avait l'habitude de traiter 6 fois, 8 fois, jusqu'à 12 fois, se retrouve en train de traiter seulement 3 fois au maximum. Sinon, la recommandation, c'est 2 fois. Et c'est seulement au moment de la phase de capsulaison, c'est-à-dire au moment où le coton se met à produire. Donc, quand il finit de s'aimer son coton, il n'a aucun traitement parce que l'insecticide est produit par le cotonnier lui-même. Maintenant, quand on dit que la fibre est devenue courte et que sur le plan du marché international, on n'a pas de marché, ou du moins qu'on a des difficultés d'écoulement de ce coton, je pense qu'il aurait été intéressant que la société cotonnière, la plus grande société cotonnière qu'est Sofitex, soit là pour donner plus d'explications, parce que jusqu'à preuve de contraire, cette société fait partie d'un organe un peu plus grand qu'on appelle l'Association interprofessionnelle des cultivateurs de coton, du coton au Burkina, qui est l'AICB. L'AICB a clairement reconnu que le coton génétiquement modifié qu'on avait au Burkina, qui s'appelait FK95, arrivait à contrôler le ravageur assez correctement. Et effectivement, jusqu'en 2015, avec 2 traitements seulement, au moment de la fructification, les producteurs arrivaient à contrôler les ravageurs. Mais le produit qui en sort donne des fibres courtes. Et la réduction de fibres avait été calculée à 1,6 mm. Le déficit en fibres qui était engrangé avec le coton génétiquement modifié était 1,6 mm de moins que le coton conventionnel. Mais 1,6 mm, si ça paraît petit, il semble que du point de vue industriel, ça peut avoir de l'importance et donc difficile à écouler. Mais maintenant, il fallait choisir entre chercher à écouler du coton à fibre courte que de repartir à une technologie qui demande beaucoup plus de pesticides parce qu'il a fallu plus de 3 millions de litres de pesticides additionnels
pour pouvoir retourner à une culture qui demande trop de pesticides et que les producteurs avaient oublié. C'est des méthodes que les producteurs avaient oubliées. C'est-à-dire qu'ils avaient arrêté les traitements, les 8 traitements, ils n'étaient qu'à 2 traitements. Donc, il fallait des producteurs qui acceptent de repartir à plus de 6 ou 8 traitements. Et du coup, on a trouvé des problèmes de productivité liés à des ravageurs, mais quelquefois, ils ont accusé aussi des intrants, tels que l'engrais. Quelquefois, on a accusé de fortes pluviométries ou des déficits de pluviométrie. Mais ça, c'est des choses, des phénomènes qui existent depuis plus de 20 ans. Mais que le coton génétiquement modifié arrivait à traverser. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Je n'arrive pas moi-même à trouver les arguments solides qui permettaient, en tout cas, qui ont permis à cette société de prendre le risque d'un abandon à 100% vers une technologie gourmande en pesticides, dévastatrice de l'environnement. Donc, je ne sais pas comment vous répondre à ça. Il fallait que vous ayez quelqu'un de la société pour vous donner plus de précision. Effectivement, docteur Traoré, vous avez parfaitement raison. Oui, oui, ça peut aller. Parce que là, on voit que c'est comme un problème économique en fait. Apparemment, avec le raccourcissement de la fibre, nos sociétés cotonnières, si j'ai bien compris, nos sociétés cotonnières perdaient une part de leur marché, ce qui fait qu'ils n'arrivaient plus à écouler bien leurs produits. Maintenant, la question qui me vient, si avec le coton génétiquement modifié, on était à 2 traitements insecticides, et qu'au lieu des 2 traitements insecticides, aujourd'hui, on soit à plus de 6 ou 8 traitements insecticides. En fait, mon souci ici, c'est l'impact environnemental que ce retour même, c'est-à-dire le désastre auquel ce retour nous prépare. Je ne sais pas si tous ces paramètres ont été pris en compte dans la décision des sociétés cotonnières, parce qu'à ce niveau, ce n'est pas que le gain financier qui compte. Il y a également les autres êtres vivants qui sont sur peut-être les cotonniers, les alentours, les autres spéculations qui peuvent être affectées notamment par cette utilisation massive de pesticides. Et comme nous avons la chance également d'avoir avec nous un producteur, je vois que sa connexion n'est pas stable. Il a dû partir. Sinon, je voulais lui donner la parole pour qu'il nous parle clairement de comment est-ce qu'il procède pour le traitement du cotonnier. Comment est-ce qu'ils arrivent à contrôler le ravageur? Je vois qu'actuellement, nous ne sommes que 3. À défaut du producteur, oui. Je peux quand même expliquer quelque chose de simple pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre que dans ce pays, il n'y a pas de zone spécifiquement destinée à la production de coton. Okay. Et il se trouve que la production de coton se fait en cohabitation avec les productions d'autres spéculations telles que le maïs, telles que le sorgho. Et d'ailleurs, il est reconnu que les zones de production de coton sont les plus grandes zones de production des denrées alimentaires telles que le sorgho, le maïs. Ce qui veut dire que nos champs de coton sont alignés avec des champs de sorgho. Donc, plus on augmente les traitements au niveau des champs de coton, il est évident que ce traitement-là va toucher d'autres spéculations telles que le sorgho, qui est quelquefois à la suite du champ de coton. Si vous regardez, vous voyagez à travers le Burkina, vous allez vers l'ouest, vous allez voir que vous pouvez voir de grands champs de coton, mais le champ de coton, il ne finit pas comme ça dans la brousse. Après le champ de coton, le producteur met du sorgho, ou quelquefois même en bordure du champ de coton, vous allez voir que les producteurs sèment du bissap ou alors du gombo. Mais toutes ces spéculations vont subir le même traitement que le champ de coton. Vous n'allez pas pouvoir traiter le coton et faire en sorte que le gombo qui est en bordure échappe, ou que le champ de sorgho qui est à la suite du champ de coton puisse échapper soit aux eaux de ruissellement. Donc, vous comprenez, Madame Bayala, que quoi qu'on dise,
tant que nous cultivons du coton conventionnel qui demande beaucoup de pesticides, qui demande plus de 10 litres de pesticides, nous ne pouvons pas éviter que ces pesticides continuent dans le champ de sorgho d'à côté. Nous ne pouvons pas éviter que ces pesticides continuent dans les eaux de ruissellement et que ces pesticides aillent dans la nappe. Et cette nappe, évidemment, elle est partagée par les animaux sauvages, elle est partagée par nos animaux domestiques. Donc, de toute façon, on pourra en parler. Il y a eu des études d'impact après l'abandon et qui ont montré qu'il y a eu plus de cas d'intoxication lorsqu'on est reparti au coton conventionnel. Voilà. Parlant des études notamment, je sais que récemment, il y a pas mal d'articles qui circulent sur, et qui ont tendance même à décourager ceux-là qui veulent un retour à ce coton-là. Il y a pas mal d'articles sur différents sites étrangers et même à l'interne également, on a des mouvements qui s'érigent contre Ilian, it looks like we are losing you. Valentin, what's happening with Ilian? I don't know. She may have a problem with connection. Hopefully, it will come back. Okay. So as even Wiledio is connecting. Oh, Ilian, good to have you back. We had lost you. Yes. But okay, thank you. Ilian, just a moment, please. I would like to draw your attention to the chat box. We have got some questions from Facebook, and I am sending them to you via chat. Okay. Yes, so please keep an eye on the chat box. Thank you. OK. Effectivement, dans le chat box, on a une question. Et la question, c'est, j'ai une question pour le docteur Traoré, c'est adressé à docteur Traoré. Quels arguments les sociétés cotonnières avancent pour rejeter le coton BT? Je pense qu'il l'a tantôt dit, c'est par rapport au raccourcissement de la fibre de coton. Selon les sociétés cotonnières, avec le coton transgénique, la fibre du coton qui était de 28 mm et quelques a subi un raccourcissement et est passée à 26 mm. Ce qui fait que ces sociétés-là n'arrivaient plus à écouler leur coton avec leurs anciens clients, si j'ai bien compris. Et c'est ce qui a prévalu à l'abandon du coton transgénique. C'est le seul argument d'ailleurs. Il y a une autre question. Attention. OK. Vous pouvez ajouter, docteur Traoré? Oui, en fait, c'est comme je disais, le coton burkinabé avait un label. Son label, c'est l'éclat, c'est-à-dire la belle couleur blanche et des fibres qui allaient de 28 mm de longueur et même plus. Malheureusement, lorsqu'on a voulu aller vers la technologie BT, on a dû faire des rétrocroisements avec le donneur de gènes qui avait des fibres en dessous de 26 mm. Ce qui fait qu'au bout de 8 générations, c'est-à-dire de 2008 jusqu'en 2015, on s'est rendu compte que même si on avait les caractéristiques de la gestion des ravageurs, la proportion de fibres courtes a repris le dessus sur les fibres longues qui étaient recherchées par nos sociétés. Du coup, c'est ce raccourcissement qui est la seule raison pour les sociétés à suspendre en attendant qu'effectivement, on trouve une solution à la longueur de la fibre. C'est un problème technique qui avait évidemment sa solution au niveau de la génétique. Et je pense que si on voulait la solution, on peut la trouver. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre raison que le raccourcissement de la fibre. Voilà. Y a-t-il autre chose comme question? Bon, en fait, j'aurais souhaité donner la parole également à Wiledio, mais malheureusement, je vois que sa connexion n'est pas stable. Tantôt, il est là, tantôt, il est parti.
Je vois qu'il y a une autre question. En attendant que Wiledio revienne avec nous. J'ai l'impression que même Mme Bayala n'est pas stable en ligne. Effectivement, c'est un problème de connexion et comme il y a la pluie actuellement, ça complique un peu tout. Sinon, la personne en question s'inquiète du fait que, en tout cas, selon sa question, le coton transgénique a d'énormes conséquences. Est-ce que la recherche burkinabé a assez de moyens pour mesurer les effets de ce coton-là? Docteur Oui, c'est une très bonne Traoré, je question. reviens encore vers vous. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de communication sur ces aspects. C'est dommage que le professeur Zungrana n'a pas pu nous joindre. Elle allait pouvoir expliquer que ces genres de technologies sont encadrés par la biosécurité. Et le Burkina est doté d'une autorité, il s'agit de l'Agence nationale de biosécurité, qui évalue tous les risques potentiels. Ce n'est pas les risques même dont on est convaincu. Mais on pense que si une technologie va rentrer en selle, va être appliquée par nos braves producteurs, on doit vérifier quels sont les risques qui peuvent être liés à l'utilisation de cette technologie. Et pour ce qui est du cas du coton, le Burkina n'était pas un pays cobaye. Le Burkina a utilisé le coton qui était déjà utilisé dans beaucoup d'autres pays, tels que l'Inde, tels que la Chine. Même si en Inde, il y a eu des petits problèmes, le Burkina a pris avantage sur l'expérience de l'Inde. Les problèmes qui avaient été plus liés à des problèmes de résistance du ravageur, tout comme les ravageurs arrivent à créer une résistance vis-à-vis des insecticides de synthèse, il peut arriver que les mêmes ravageurs développent une résistance vis-à-vis de l'insecticide biologique qui est créé par la présence du gène BT à l'intérieur du cotonnier. Donc, c'est le seul risque qui était là. Ce risque est lié à l'interaction entre le ravageur et le cotonnier BT. Mais le risque lié à la santé humaine est totalement à proscrire parce que sur plus de 20 ans d'utilisation de la protéine BT, même dans le maïs, qui est un produit consommé aux États-Unis, aussi bien par les animaux que par les humains, je précise, le maïs génétiquement modifié, qui contient le gène BT, produit également la protéine toxine BT, est consommé aussi bien par les humains que par les animaux. Donc, à ce jour, aucun papier scientifique n'a pu prouver la dangerosité de cette protéine BT sur la santé humaine ni sur l'environnement. Donc, par conséquent, vous comprenez que ceci n'est pas à craindre. Il n'y a aucun risque à craindre par rapport à cet aspect. Voilà ce que je voulais ajouter. Je vous remercie, Dr Traoré. On voit que l'abandon du coton, en fait, n'est pas lié à un problème de biosécurité. Ce n'est pas lié à un problème environnemental non plus, mais c'est uniquement un problème économique, un problème des décideurs, des organisateurs de la filière coton, puisque la filière coton, c'est l'une des filières les mieux organisées au Burkina Faso. Vraiment, j'aurais souhaité poser la question à Wiledio pour voir comment est-ce que, pour voir l'impact en fait de cet abandon-là sur lui en tant que producteur et sur les autres producteurs du Burkina Faso. Mais malheureusement, sa connexion demeure instable et il ne peut toujours pas être parmi nous. Mais Boré, sachant qu'il est très bien informé, très bien au parfum des choses, nous sommes sûrs que nous pourrons en tirer beaucoup d'informations utiles. Docteur Traoré, cela fait bientôt 4 ans que le coton a été abandonné. Et pour élever leur voix et demander le retour du coton transgénique au Burkina Faso, parce qu'ils sont fatigués en fait de produire ce coton-là qui
qui leur demande beaucoup en termes de main-d'œuvre, en termes d'investissement financier et en termes même de santé. Parce que vous voyez, on sait tous que l'utilisation des pesticides n'est pas sans danger pour ces cotonculteurs. Et pour nous, même si nous n'allons pas au champ, nous sommes également exposés parce que les céréales qu'ils produisent aux alentours de ces champs de coton, c'est nous qui allons les consommer. Je voudrais savoir, cela fait bientôt 4 ans que le coton est parti. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la recherche? Est-ce qu'il y a des initiatives? Est-ce que vous êtes au parfum d'une quelconque démarche entreprise par ces sociétés cotonnières-là pour ramener le coton aux mains des producteurs? Ils l'ont clairement affiché lors de plusieurs conférences de presse. Ils veulent le coton transgénique. Mais est-ce que leur voix, là, leur écho a pu porter loin au point que l'autorité se penche en fait sur les préoccupations de ces producteurs-là? Bon, c'est une très bonne question, mais je ne me sens pas à la très bonne place pour répondre à cette question. Parce que vous voyez, le coton, c'est aussi du business. Et quand vous regardez les décisions stratégiques qui sont prises autour du coton au Burkina, sont gérées par le ministère du Commerce. Et donc, pas directement par le ministère qui gère la recherche. Par conséquent, je pense que la préoccupation qui était essentiellement commerciale a été gérée sans faire référence aux contributions techniques qui devraient venir du côté de la recherche. Donc, à ma connaissance, même si les producteurs ont levé la voix et que les producteurs sont passés par le forum ouvert pour les biotechnologies, dont je suis le coordinateur, donc je suis au courant des mouvements de producteurs qui réclament le retour de la technologie parce que, selon eux, depuis qu'ils sont repartis au conventionnel, les productions sont en baisse, le travail est devenu plus difficile et les charges de production augmentent avec l'utilisation de pesticides de plus en plus chers et quelquefois d'origine douteuse parce que les quantités qu'ils prennent avec les sociétés cotonnières ne suffisent pas à couvrir, en tout cas, les besoins qui sont réels dans leur champ. Maintenant, qu'il y ait des initiatives au niveau de la recherche, il serait bon que la recherche cotonnière qui est gérée par un programme soit sollicitée peut-être au cours d'une autre émission pour qu'ils puissent dire la position exacte de la recherche par rapport à une recherche de solution. Sinon, il est évident qu'en son temps, quand on avait approché les sociétés cotonnières, on avait dit qu'il y avait plusieurs solutions qui sont techniques. Étant donné que le problème est technique, les solutions sont techniques et elles sont d'ordre génétique. Et on avait proposé à l'époque des solutions à court, moyen et long terme. Malheureusement, vous savez, il s'agit d'un coton génétiquement modifié qui était la propriété, pas seulement de Monsanto, mais la propriété de Monsanto et du Burkina Faso. Et je crois que le Burkina était propriétaire à 72%, je crois, pendant que Monsanto avait une propriété à 78%. Mais aucune initiative de recherche ne peut se mettre en place sans l'accord de Monsanto, puisque nous avons combiné deux technologies, c'est-à-dire la technologie sémencière, qui est la variété de coton du Burkina, et qui contient les gènes provenant de Monsanto. Par conséquent, s'il y a un problème sur la technologie qui est la propriété de tout le monde, il faut que tout le monde s'asseye pour voir comment on avance, comment on trouve une solution au bénéfice des producteurs. Donc, ça fait que ce n'est pas aussi simple que vous le voyez. Voilà ce que je peux dire. Sinon, je reste convaincu, en tant que généticien moi-même, que la solution n'était pas aussi loin. D'accord. Voilà. Merci encore, Dr Traoré, pour toutes ces précisions. Il y a énormément de fake news, comme on le dit, qui circulent sur le coton transgénique du Burkina. Et récemment, j'ai eu dire qu'une autorité avait affirmé que les semences de coton BT étaient importées au Burkina Faso dans des containers. Je ne sais pas
est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Dans cette relation avec Monsanto, est-ce que c'est Monsanto qui nous envoyait la semence depuis peut-être d'autres pays? Je ne sais pas. J'aimerais avoir quand même la Bon, réponse j'avais à dit ça. tantôt, je disais tantôt qu'il y a eu beaucoup de déficits de communication. Oui. Sinon, les gens comprendraient que nous le coton génétiquement modifié du Burkina était un produit très stratégique. Ce coton, en réalité, du Burkina. Le sémencier qui est géré par la société de coton, la plus grosse société de coton burkinabé qui est la Sofitex. Ça veut dire que la sémence de base était fournie par l'Institut national de recherche, qui est l'INERA, l'Institut environnemental en recherche agricole, qui fournit la sémence de première génération à la société Sofitex, qui a d'ailleurs un système sémencier bien organisé, avec un système de contrôle interne d'ailleurs, doté d'un laboratoire de contrôle, où les sémenciers nationaux vont multiplier la sémence certifiée qui sera distribuée chaque année au niveau des producteurs de coton du pays. Donc, on ne reçoit aucune quantité de sémences d'ailleurs. Toute la sémence était multipliée. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent le Burkina Faso, savent que lorsqu'on va à Bobo, il y a une ferme dans les environs de Houndé, la ferme de Boni, qui fait à peu près 20 hectares. Je ne sais pas quelle est la superficie, mais on peut la visiter. C'est là où on multipliait la sémence de base, qui était ensuite distribuée aux producteurs sémenciers qui sont aussi des cultivateurs de coton sous la responsabilité de Sofitex, qui vont maintenant multiplier ces quantités et ces quantités sont rachetées et distribuées aux producteurs de coton, tout comme on le fait pour le riz, tout comme on le fait pour le maïs. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était sous le contrôle et de la recherche et de la société cotonnière qui est Sofitex. Donc, la sémence n'est jamais venue de l'extérieur. Sauf évidemment, quand on a fait les premiers croisements, le premier lot de semences, c'est-à-dire les premiers tonnages qui ont été modifiés, ont été multipliés, je crois, en Afrique du Sud, et ça demande à être précisé. Et lorsque c'est venu, c'est la recherche qui gère ce qu'on appelle les semences de première génération, qui va proposer la sémence de base à la société Sofitex, et Sofitex va attribuer ça à ses producteurs sémenciers, qui multiplient et qui donnent aux autres producteurs. Donc, on était souverain en termes de la production et de la distribution de la sémence de coton génétiquement modifiée au Burkina. Donc, comme j'ai dit, manque d'informations, insuffisance d'informations, ça a contribué à miner le secteur tout entier. Sinon, les premiers qui savent que retourner au conventionnel est difficile, c'est les sociétés cotonnières qui savent que ce n'est pas facile de gérer tous ces 600 000 hectares de coton avec des pesticides. Chaque année, ce n'est pas facile. Eux-mêmes, je suis sûr que s'ils ont la possibilité de retrouver ce coton génétiquement modifié qui demande beaucoup moins de pesticides, ils ne vont pas hésiter à y retourner. J'en suis convaincu. Et ça, c'est vraiment regrettable pour nous. Parce qu'après 4 campagnes cotonnières, aujourd'hui, on ne connaît pas exactement le rang du Burkina Faso en tant que pays producteur de coton. Le coton est qualifié d'or blanc du Burkina et par le passé, je sais que grâce au coton, de nombreuses familles ont pu se construire. Et dans les statistiques économiques, il revient que plus de 4 millions de personnes vivaient des revenus du coton. Nous avons Wiledio en ligne. Je vais lui poser la question avant qu'il ne disparaisse encore. Wiledio, pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience avec le coton BT et du retour au conventionnel? Avec le coton BT, comment est-ce que vous arriviez à produire le coton? Et avec le retour du coton conventionnel, comment est-ce que vous faites actuellement sur le terrain?
Wiledio, vous m'entendez? Wiledio ne peut pas nous entendre, il est en train toujours d'essayer de se connecter. Donc, nous allons revenir un peu sur l'aspect économique du coton même, généralement au Burkina. Ce coton qui permet de vivre de nombreuses familles. Et aujourd'hui, avec l'abandon du coton BT, on a relevé de nombreux cas de suicide dans les zones cotonnières. Et je ne sais pas, Wiledio, vous pouvez nous parler un peu de votre expérience avec le coton BT? Wiledio? Wiledio? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons maintenant. Vous m'entendez? Oui, la connexion n'est Ok, pas stable. vraiment, je m'excuse. Eliane, vous m'entendez? Oui, Voilà, je vous donc entends. c'est comme vous l'avez constaté depuis le début il y a des difficultés de connexion. Ce que nous pouvons dire par rapport à la culture du coton BT dans notre pays en tant que producteur, c'est aujourd'hui que nous tous nous rendons compte que le monde de ce coton a vraiment mis nous les producteurs en retard. Alors, en tant que producteur, et avoir expérimenté la culture de ce coton quelques années dans le passé, nous avons vu que même sur le côté santé d'abord, cela réduit même c'est-à-dire l'utilisation des pesticides. Vous savez que ces pesticides-là ont des effets d'angélisme humain. Alors donc, en tant que producteur, nous sommes obligés à chaque fois de faire au moins 6 traitements à l'hectare. Souvent même quand les chenilles sont nombreuses, nous sommes obligés d'aller jusqu'à 8. Et donc, on n'arrive pas à maîtriser vraiment les chenilles qui détruisent le coton. Alors, mais quand on cultivait le coton BT, ça a été une expérience où on traitait 3 fois. Alors, souvent, cela a permis d'économiser. Donc, du côté santé, cela préserve notre santé, le coton BT, et même du côté économique, ça réduit les dépenses. Bon, ce que disent, bon, que les graines sont chères, mais quand nous calculons même, quand nous essayons de faire un petit calcul par rapport au grain, le sac de grains, les dépenses que nous faisons au niveau de lait par rapport au coton conventionnel, nous voyons que ce n'est pas la même. Et donc, aujourd'hui, que producteurs, je peux dire que les producteurs n'ont vraiment le coton BT. Le docteur est là, c'est scientifique. Et beaucoup d'autres voix se lèvent actuellement un peu partout dans notre pays, le Burkina Faso. Et nous, les producteurs, nous voulons que ce coton revienne. Je suis au village avec mes camarades producteurs. Ce que nous expérimentons, ce n'est pas facile. Actuellement, même pour traiter, pour avoir la main-d'œuvre, pour traiter le coton, c'est difficile. Nos enfants sont à l'école, on ne peut pas les utiliser. Et même pour avoir un qui puisse nous aider, c'est un peu vraiment très difficile. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de doute. Non, tous les producteurs demandent actuellement le retour du coton BT. Si cela revient, nous allons voir que ça va nous aider sur le plan environnemental et sur le plan santé. C'est vraiment une question très importante. C'est vrai que ma connexion n'est pas au stable. Donc, voici un peu ce que je peux partager. Nous l'avons perdu encore. Sa connexion n'est pas du tout stable. Et je pense qu'ici, nous souffrons tous de ce problème de connexion, mais à des degrés différents. Nous allons essayer de faire avec. Il est là? Wiledio? Wiledio? Je pense qu'il serait bon de faire une synthèse un peu de ce que Wiledio a dit. Parce que comme sa connexion n'est pas très bonne, oui. Mais
quand vous l'écoutez, ça veut dire que c'est vraiment la détresse au niveau des producteurs. Parce que depuis l'abandon, ils sont obligés de retourner à beaucoup plus de pesticides. Et ils ont des pertes en temps. Et comme il est revenu, on va le laisser parler, vous allez comprendre. Okay. Bon, docteur, nous allons revenir à vous pour la synthèse. Et en fait, Willy Dieu était en train d'expliquer un peu comment, parce que je vois M. Jean Birba qui a envoyé une question. Oui. Je dis clairement que le retour brutal au coton conventionnel a contribué au recul de la production de Burkina. Ça a beaucoup contribué à nous ramener en arrière parce qu'on avait un système déjà huilé où les producteurs s'étaient habitués à des technologies nouvelles. Entre autres technologies nouvelles, il y avait donc la sémence de coton génétiquement modifié qui, dès le semis, n'avait pas besoin de protection insecticide jusqu'à un certain âge. Ce qui donnait le temps aux producteurs d'aller cultiver autre chose, d'aller faire de l'arachide, d'aller faire du sésame, d'avoir du temps à autre chose jusqu'à ce que, au moment de la formation des capsules, ils commencent le traitement. Ce qui veut dire que la gestion d'une grande superficie était aisée parce qu'il n'y avait que 2 traitements qui étaient recommandés. Quelquefois, ça va à 3 traitements lorsque le traitement tombe sur une pluie. Mais il est clair que nous avons ramené les producteurs en arrière. Ils sont repartis à une technologie plus ancienne qui demande beaucoup trop de traitements. Et Willy Dio, qui est producteur, qui est en contact avec les pesticides, sait de quoi il parle. Même le débat du coton génétiquement modifié, souvent en ville, et beaucoup n'ont jamais vu de champ de coton. Ils ne savent pas ce qui se passe pour que le coton soit produit à raison de 700 000 tonnes pour le Burkina et que ça nous rapporte des devises qui servent quelquefois à nos salaires. Mais c'est ces gens qui participent au débat, c'est ces gens qui empoisonnent le climat, même des affaires du coton. Je pense que si Willy Dio a une meilleure connexion, il va donner davantage de détails sur la souffrance que ça représente de cultiver 1 hectare de coton conventionnel par rapport à 1 hectare de coton modifié. D'accord. Willy Dio, vous êtes là? Willy Dio, vous nous entendez? Oui, vous me recevez. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous coûte actuellement? Oh là là, il est parti. Il est parti. Je vois qu'il y a une personne qui pose une question, à savoir si nous avons essayé de mesurer les possibilités de résistance des insectes à ce coton BT. Je ne sais pas, docteur Traoré, est-ce qu'au niveau de la recherche, une telle étude a été faite? La recherche avait effectivement mis en place une technologie complémentaire au coton BT. Parce que comme on avait l'expérience de l'Inde où on savait que si on expose les insectes au coton génétiquement modifié parce qu'on veut les gérer avec ce seul coton génétiquement modifié, au bout d'un certain temps, des insectes pourraient s'habituer à ce coton génétiquement modifié et commencer à développer de la résistance vis-à-vis des 2 protéines qu'on utilisait, parce qu'on utilisait seulement 2 protéines, la CRI1AC et la CRI2AB. Par conséquent, on avait créé une technologie complémentaire qu'on appelle les zones de refuge. Ces zones de refuge constituent une technologie complémentaire qui permet de créer la confusion dans la population d'insectes qui a tendance à créer la résistance. Parce que même si un insecte développe la résistance cette année, lorsque cet insecte va s'accoupler à les insectes qui ont survécu dans les zones de refuge, il se trouve que le gène étant récessif, les descendants vont exposer de la sensibilité à notre technologie. Donc ça s'appelle les zones de refuge. Et les cotonculteurs étaient réticents à utiliser ces zones de refuge parce que ça veut dire qu'il faut faire
80% de ton champ en BT et 20% en conventionnel. À défaut de faire ça, on avait proposé dans la zone cotonnière que des gens fassent une plante qu'on appelle le tournesol. Et le tournesol est une plante qui donne de grosses fleurs et qui permet de produire également de l'huile. Et donc, on avait mis en place un business autour du tournesol qui servait de zone refuge. Donc, ceux qui faisaient le tournesol à côté des champs de coton transgéniques permettaient à des insectes d'échapper à la toxine BT des champs transgéniques et développer des populations sensibles au niveau des champs de tournesol, tout en sachant que ces ravageurs ne sont pas dévastateurs à un grand niveau, au niveau du tournesol. Et donc, le business de tournesol permettait donc de produire l'huile de tournesol à bobo. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les zones refuges. Donc, en dehors de ça, il faut rappeler que les protéines cristallines que nous utilisons, il y en avait 2, mais on a jusqu'à 60 possibilités de superposition de protéines BT. Évidemment, on ne va pas superposer les 60, mais on pouvait substituer au fur et à mesure les différents types de protéines, tout comme les médecins le font. Ils savent bien que les gens utilisent des antibiotiques à l'aveuglette. Et généralement, pour éviter les résistances qui se développent, les médecins proposent 2 antibiotiques différents pour que lorsque le pathogène développe une résistance contre un des antibiotiques, l'autre va l'achever. Et ils font des combinaisons d'antibiotiques. C'est dans le même ordre, c'est dans la même idée. Donc, de la même façon, on pouvait substituer les protéines cristallines pour que dans les générations futures de coton transgénique, on ait un autre type de protéines cristallines différentes de ce qu'on avait utilisé dans les années 2008. Donc, à ce stade, peut-être qu'on penserait à mettre un 3e d'abord, puis ensuite, 2 ans après, on allait penser à substituer les 2 premières pour mettre d'autres, ainsi de suite. Vous voyez, c'est une gestion scientifique possible. Voilà ce que je peux dire en termes de gestion. Voilà. Merci beaucoup, Dr Traoré, pour ces précisions. Je vois que Wiledieu était là. Malheureusement, il est encore parti. Je voulais lui arracher un dernier mot par rapport notamment à ses attentes pour que cette filière puisse reprendre le dessus, parce que ce sont de nombreuses vies qui sont en jeu du fait de la régression de cette filière. Wiledieu, vous m'entendez? Wiledieu, si vous avez quelque chose à dire à tous ceux qui nous écoutent, à ceux aussi qui ont la possibilité de faire revenir ce coton entre vos mains, qu'allez-vous dire? Wiledieu? Je voudrais vraiment... Oui, vous m'entendez maintenant? Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit vraiment de... OK. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit en tout cas de nos autorités, et surtout, c'est de voir la souffrance que nous traversons en tant que producteurs. C'est vrai que c'est facile de s'asseoir dans les bureaux et de prendre des décisions, comme le docteur l'a dit. On peut être à Ouaga, à Bobo, bon, mais la souffrance que nous vivons sur le terrain, nous demandons à ce que vraiment on puisse nous permettre de faire un choix. C'est-à-dire que permettre à ceux, aux producteurs qui sont intéressés par le coton BT, de pouvoir faire ce coton, et les producteurs aussi qui sont intéressés par le coton conventionnel, qu'ils puissent le faire. Comme exemple, aux États-Unis, nous voyons les producteurs là-bas ont une liberté de choix. Ils peuvent choisir le genre de production qu'ils veulent, que ce soit conventionnel, que ce soit OGM, ils ont la possibilité de faire un choix. Mais nous, ici au pays, c'est difficile. Donc vraiment, nous plaidons auprès de nos autorités et aussi nous savons que nos chercheurs sont capables de trouver une solution, la solution dont nous avons parlé, on a dit que la fibre est courte, et la recherche nous a
parlé plusieurs fois pour dire que c'est possible de trouver une solution. Donc, il n'y a plus à traîner les pas, c'est de revoir vraiment notre souffrance et d'entendre notre cri de cœur. Je vous remercie. D'accord. Ce que je retiens des interventions de Willédio, il faut faire confiance à notre recherche nationale et que les autorités, ceux qui peuvent faire revenir le coton, le fassent revenir, mais qu'ils donnent la possibilité à chacun des producteurs de choisir son mode de production. Voilà, c'est tout ce que les producteurs demandent, pouvoir choisir leur mode de production. Patricia, nous vous remercions pour ce temps de discussion que vous nous avez offert. Nous restons disponibles et je pense que pour les prochaines sessions, nous allons essayer également de toucher d'autres personnes ressources qui peuvent apporter des compléments d'information à cette affaire de coton BT. Voilà, je vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de Cornell Alliance for Science. Merci à tout le monde. Je vous remercie. Merci.